Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 20 du podcast Up and Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'Oklahoma. C'est Pierre qui vous parle, comme d'habitude je suis avec Constant. Comment ça va Constant en cette journée de Super Bowl? Ça va très bien. On espère que l'ancien de Boston ne va pas remporter ce Super Bowl. Vous le saurez en écoutant l'épisode, nous on le sait pas. Mais très heureux de vous retrouver pour ce podcast un petit peu spécial, un peu plus détonnant que ceux habituels. Que d'habitude, exactement. Parce qu'on est de retour après un live Twitch la semaine dernière sur nos interrogations après 20 matchs. Et un podcast en anglais il y a 2 semaines avec Brandon Rabar, que je vous invite bien sûr à écouter si ce n'est pas fait. Aujourd'hui, du coup, comme tu as commencé de le dire, on va faire un truc un peu plus spécial. On va prendre un peu de distance avec l'actualité pour se focaliser l'entièreté du podcast sur un joueur qui est un peu l'énigme de cet effectif, qui suscite pas mal de critiques ou de hype, ou voilà, un peu l'énigme, c'est Darius Bazley. Avant de parler en profondeur de son jeu pendant pas mal de temps, et de son évolution aussi par exemple, de sa carrière pour l'instant, je vais déjà rappeler un petit peu tout son début de carrière justement, un petit peu pour contextualiser tout le débat, parce que Bazley a eu un parcours très atypique puisqu'il a choisi de ne pas rejoindre une université à la fin de son high school pour effectuer un stage assez rémunérateur à New Balance, qui le sponsorise d'ailleurs actuellement. Avant cela, Bazley était en fait un très gros prospect en high school, certains cycles classés parmi les potentiels recrues à 5 étoiles pour les universités, et il participait aux plus gros événements de prospects, le Jordan Brand Classic, etc., toutes ces choses-là. Avec son choix de carrière et ce stage, Bazley n'avait pas joué en compétition pendant 1 an avant la draft, bien qu'il s'entraînait tous les jours de son côté au quotidien. Il se présente alors à la draft et il est pris par OKC qui croit en lui sur le long terme. Et si on reparle un petit peu de ce moment-là, c'est assez surprenant en fait ce choix, parce que à l'instant T, Paul George, Russell Westbrook et Jeremy Grant n'étaient pas encore tradés, et donc on se posait la question de l'utilité de ce pick-là par rapport à un Brandon Clark par exemple, qui aurait pu être utile à l'effectif s'il ne bougeait pas. Et en fait, quelques semaines plus tard, il prend beaucoup plus de sens une fois que tout le monde a été envoyé à différentes destinations. Ensuite, dès le training camp, pour ceux qui s'en souviennent, tout le monde a commencé un petit peu de se hyper sur ce profil très spécial. On le voyait prendre des rebonds, traverser le terrain en dribble et aller finir au cercle. C'était un grand ailier capable de tout faire, c'est encore le cas. Il montre aussi par flash sur toute la saison ensuite qu'il a un vrai potentiel, et la hype augmente petit à petit. Et surtout pendant la bulle où il enchaîne, alors qu'avec quelques absences et qu'il avait pas mal de ballons, il enchaîne de gros matchs et vraiment très adroit, dominant, plusieurs matchs à plus de 20 points d'affilée. Et d'ailleurs, on aurait aimé le voir un petit peu plus en playoff, parce que contre Houston, il a peu joué, alors qu'il aurait pu être une solution contre le small ball des Rockets. On en a déjà parlé à plusieurs occasions, ça je crois. Ça oui. Et bref, au début de cette année, son année 2 de sophomore, grands sont les espoirs en Bazley, si je peux dire. On s'attend à pas mal de choses, beaucoup même s'attendent à ce qu'il devienne déjà le lieutenant de Shea, par exemple, qu'il a un gros impact sur cette équipe du Thunder. Voilà, c'était un petit peu le résumé que je voulais faire sur lui. Les bases sont posées. Constant, je te laisse enfin la parole. Où tu te situes un petit peu sur le cas épineux maintenant de Darius Bazley, et comment tu juges son début de carrière et aussi son début de saison? Cas épineux, je ne sais pas. Oui, j'exagère un peu le trait. J'exagère le trait. La première chose qu'il faut rappeler concernant Darius Bazley, c'est que globalement on va le défoncer pendant tout le podcast, ou en tout cas on va être critique, parce qu'en cherchant au fil des stats, on va rien vous cacher, juste avant j'ai dit est-ce qu'il y a une stat positive sur Bazley, et on a du mal à la trouver. Mais malgré tout, c'est un joueur qui a 20 ans, donc un joueur qui est encore très très jeune, qui est que dans sa 2e année, qui a montré par séquence qu'il pouvait être un excellent joueur, qui est un petit peu le facteur X de cette équipe. C'est-à-dire que quand Bazley est bon, je sais plus qui a sorti la stat, je crois que c'est Stat Don't Lie, si je ne dis pas de bêtises, sur Twitter, qui a sorti la stat. Je crois qu'OKC est invaincu cette saison quand Bazley est en double-double. Alors on a dû perdre contre Minnesota le premier match où il était en double-double. Je crois qu'on est en 5-1 quand Bazley est en double-double, ou en 4-1 cette saison. Donc, ce qui montre que quand Bazley est efficace, ça se solde généralement par des victoires du côté du Thunder. Après, sur son début de saison, moi pour le coup, si tu veux vraiment remonter en arrière, j'étais pas du tout fan de sa draft, parce que ça ressemblait encore à un énième ailier qui savait pas shooter.
surtout dans une époque où, comme tu l'as dit, il y avait encore Russell Westbrook, il y avait encore Paul George, il y avait encore Steven Adams. Voir un joueur brut de décoffrage arriver comme ça, alors que tu avais typiquement Brandon Clark qui aurait pu être opérationnel direct, ça me plaisait pas particulièrement. Pour sa saison rookie, j'étais plutôt entre deux eaux, on va dire. Il y a des moments où j'étais satisfait. Globalement, son début de saison m'avait pas extrêmement satisfait pour le coup, pour utiliser le même mot. Par contre, sa bulle, j'étais parmi ceux qui ont le plus souligné son énorme performance dans la bulle et sa série contre Houston où pour moi typiquement elle aurait dû plus jouer, mais ça je l'ai déjà répété. Et concernant son avant-début de saison, je faisais aussi partie de ceux qui croyaient beaucoup en Bazley plus qu'en Dort typiquement. Et faute d'avouer que le début de saison de Bazley, en tout cas même le tiers de saison, parce qu'on arrive quasiment au tiers de la saison, de Bazley est compliqué. Il y a des bons passages, il y a des passages un peu moins bons. Globalement, l'un des thèmes majeurs sur lesquels on va s'exprimer pendant le podcast, c'est son shooting, qui est globalement catastrophique. Après, il y a des points où il montre quand même quelques signes de progrès. On peut dire qu'au rebond, ça a progressé, en défense aussi. Mais il y a encore, même physiquement, il a un petit peu progressé, il subit moins le contact. Malgré tout, il y a quand même des lacunes qui font que ce qu'on a vu de Bazley pour l'instant n'est peut-être pas aussi satisfaisant que ce qu'on aurait pu l'espérer en janvier, enfin en décembre dernier. Ouais, pour ajouter quelques billes à ce que tu as dit, où je te rejoins plutôt, d'abord on parle beaucoup de Brandon Clark parce qu'OKC a trade back pour prendre Bazley et a laissé Brandon Clark à Memphis, c'est pour ça qu'il y avait pas mal de débats autour, avec lui par exemple et beaucoup de comparaisons avec lui. Ensuite, on va être très dur avec Bazley dans le podcast et on fait ce podcast-là même j'ai envie de dire parce que on a beaucoup d'espoir en lui, parce que c'est un des très gros prospects du Thunder. Honnêtement, je sais même pas si je mets encore Dort devant pour l'instant, lui en termes de projection, etc. C'est peut-être le deuxième gros prospect. En potentiel, oui. Ouais, en potentiel. Donc c'est pour ça aussi qu'on sera assez dur avec lui et qu'on sera assez exigeant. Parce que de ce qu'il nous a montré, tu l'as un petit peu dit, notamment dans la bulle, sur sa première année, c'est très intéressant, sur des passages. Il a eu un temps d'adaptation un petit peu long en début de carrière NBA, mais effectivement, il n'avait pas joué depuis un an. Dimension physique complètement différente, où avant, je pense, il dominait de la tête et des épaules tout le monde, entre guillemets, en high school. Là, t'arrives en NBA face à des gros joueurs, des gros physiques. C'est un petit peu plus compliqué pour lui. Et ça sera aussi un des axes qu'il va devoir travailler, et je pense qu'on va le rementionner pas mal de fois tout au long de sa carrière. Après, j'ai envie de dire, peut-être surtout sur son début de carrière, physiquement, il va falloir qu'il évolue. Et voilà, donc l'exigence qu'on a avec lui, elle est entre guillemets justifiée parce que on a beaucoup d'espoir et parce qu'on était plutôt convaincus de son année 1, et ce qui fait qu'on arrive à ce podcast-là. Après, on tape pas sur lui juste pour taper sur lui, hein. On est un peu comme une sorte de coach, un petit peu comme les coachs universitaires, on va dire. On gueule sur nos joueurs, mais pas parce qu'on était tortionnaire, juste parce qu'on a envie de les voir progresser. Ouais, les bons coachs universitaires. Ouais. Ouais. Non, et puis au-delà de c'est un sophomore, il a quand même un impact et un rôle très important dans l'équipe, donc c'est largement favorable aussi à ce qu'on se projette avec le projet Bazley, j'ai envie de dire. Donc pas mal de choses qui nous font faire cette analyse. C'est peut-être lui qui a eu la plus de tous ceux qui sont restés de l'année dernière, c'est-à-dire pas grand monde. C'est peut-être lui qui a eu au final la plus grosse évolution dans son jeu et dans les responsabilités qu'il a entre l'année 1 et l'année 2. Parce que si tu regardes bien, Shea et Dort étaient titulaires l'année dernière, sont restés des titulaires. Alors Shea, effectivement, a eu une responsabilité beaucoup plus grande parce que c'est lui qui doit créer cette année, c'est lui qui doit marquer, qui doit scorer, qui doit un peu tout faire. Mais malgré tout, il était starter l'année dernière, il tournait à 19 points de moyenne. Dort est resté à peu près dans le même registre, c'est-à-dire de la défense avec peut-être un poil plus de drive et un peu plus de tir à 3 points. Diallo, même si lui aussi a progressé, il reste quand même dans son rôle en sortie de banc. Il n'y a que Bazley au final qui s'est retrouvé projeté de remplaçant de 7ème voire même 8ème homme, même quasiment 8ème homme l'année dernière, à titulaire avec une grosse attente autour de lui. Et Isaiah Roby qui était 15ème et qui est passé... Oui, non, mais de ceux de l'année dernière. Oui, ouais, il était l'année dernière. Il était blessé. Oui, je pousse un peu le truc, mais effectivement, il a eu une grosse augmentation de responsabilité aussi, ce qui le pousse à avoir du déchet, comme on le verra par la suite, notamment au tir. Pour rester un petit peu, avant de passer en profondeur sur son jeu offensif, peut-être qu'on va regarder un petit peu
son début de carrière et essayer de le comparer à des joueurs qui ont déjà fait leur carrière ou qui sont en train d'ailleurs, est-ce qu'on peut le comparer sur les années passées et notamment statistiquement, puisque pour faire ça, j'ai utilisé 538 qui est un très bon site pour les statistiques, etc. D'abord, la première chose à savoir, c'est que Bazley, je trouve, est très difficile à comparer à n'importe quel autre joueur. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de comparaison, que ça soit dans le style, même statistiquement, c'est jamais très proche, on a du mal à se projeter sur son devenir. Il y a des stats assez particulières, comme vous verrez ensuite. Donc, bien sûr, toutes les comparaisons sont à prendre avec des pincettes, c'est pas forcément lié au style de jeu, c'est uniquement statistique et de ce qu'ils ont pu voir ou de ce qu'ils projettent pour lui. D'abord, le premier truc qui est intéressant sur ce site, c'est qu'ils disent que Bazley, dans le futur, sera un spécialiste défensif. Pourquoi ? Parce que statistiquement, en fait, il est positif que dans les rebonds et un petit peu au contre, et il a un bon plus-minus défensif, donc ce qui est largement aidé par la relativement bonne défense du Thunder, on va dire, alors que offensivement, au contraire, il est en difficulté par rapport au reste de la ligue, il y a des pourcentages très bas, on peut parler du true shooting par exemple, donc il le projette largement comme un joueur à dominante défensive, et il projette aussi sa valeur sur 5 ans qui est toujours intéressant parce que par exemple au contrat max, je crois, il le projette comme futur All-Star. Pour Bazley, il le projette sur un 31 millions sur 5 ans, ce qui n'est pas forcément beaucoup plus haut que par exemple qu'un Hamidou Diallo, qui est projeté, je crois, à 25 ou 26 millions. Déjà, est-ce que tu as une petite réaction vis-à-vis de ça avant que je te parle des joueurs auxquels ils l'ont comparé ? Alors moi, alors peut-être qu'on en parlera après des joueurs qu'on a comparés, mais moi j'en ai une là, que je viens de trouver et qui me paraît pas si déconnante. Ok, alors je vais enchaîner du coup. Alors, en termes de comparaison statistique sur sa deuxième saison, il compare pour l'instant sa deuxième saison, c'est la plus similaire à celle, la plus similaire à sa deuxième saison, c'est celle d'Aaron Gordon en 2016. Donc si je me trompe pas, c'est l'année de sophomore d'Aaron Gordon. Et en fait, effectivement, quand on regarde le pourcentage au tir, le pourcentage à 3 points, le rebond, etc., ça s'en rapproche un petit peu. Alors, les styles de jeu sont bien sûr assez différents, mais statistiquement, ça s'en rapproche. Ensuite, on aura un peu moins similaire, un petit peu de Batum, un petit peu de Giannis, un petit peu d'Ariza. Donc, il y a un peu de tous les devenirs en NBA, j'ai envie de dire. Aussi du Josh Smith, qui m'a un peu intrigué. Parce qu'il y a ce côté gaucher qui sont un peu semblables. Alors Josh Smith est beaucoup plus athlétique que Darius Bazley, notamment en début de carrière, où je pense qu'il dunkait sur à peu près tout le monde. Et il est largement moins shooter, mais c'est intéressant de voir un petit peu la comparaison entre ces deux joueurs-là, qui ont un peu le même poste, un peu le même tir, j'ai envie de dire aussi. Enfin, pas la même adresse, mais le même tir. Donc ouais, ça m'a un peu intrigué. Voilà un peu les joueurs auxquels il est comparé, en tout cas, sur certaines années. Bah oui. Bah, après, on en a discuté en off. Moi, Josh Smith, je suis vraiment pas fan de Russ. Mais si tu prends statistiquement, ok. Mais moi, je viens de t'en trouver une là tout de suite. Attention. Oula. Est-ce que tu es prêt ? Vas-y, j'ai peur. Non. Bon joueur. Marvin Williams. Ah bah tu vois, il y est dans la liste des années comparables. Je vous le dis, année 2 de Marvin Williams, c'est 13 points, 5 rebonds, 2 passes à 43% au tir. Il y a 51% au true shooting. Je ne prends pas le tir à 3 points, bien évidemment, puisque Marvin Williams, il est drafté en 2005. Même s'il jouait 4, c'était pas une époque où ça shootait pour les 4. 51% de true shooting, 20% d'usage rate, alors que Bazley est à 19 cette année. À peu près le même pourcentage de rebond, Bazley est à 9 pendant que Marvin Williams est à 7. Au niveau de l'assist, c'est quasiment la même chose. Marvin Williams est à 7, Bazley est à quasiment à 8. Et Marvin Williams faisait quasiment la même taille de 1m03, Bazley doit faire 2,04 si je dis pas de bêtises, non même 2,03. Alors il lui rend quelques kilos effectivement. Marvin Williams était droitier, Bazley était gaucher, mais je trouve que déjà c'est le même poste. Et si tu regardes statistiquement, il y a quand même une grande promiscuité, je trouve, et même au-delà des statistiques brutes, si tu commences à aller farfouiller un petit peu au niveau des stats avancées, je trouve que la similarité est quand même assez importante.
Mhm. C'est intéressant parce que Marvin Williams a pas forcément eu la carrière qu'on projette pour Bazley, notamment ceux qui sont plutôt fans de Darius Bazley, tu sais, dans ce côté créateur, dans ce côté énormément balle en main. Moi, les souvenirs que j'ai de Marvin Williams, alors peut-être pas au début de sa carrière, parce que j'étais assez jeune, effectivement, toi encore plus, mais plutôt de sa période, ouais, c'est quand même la fin de la période Atlanta, ou même Utah, etc. C'était un free and D, presque, j'ai envie de dire. Tout à fait. Et tu vois, c'est pas la projection de base qu'on a de Bazley où on a l'impression que ce sera plutôt un espèce d'électron libre qui peut jouer balle en main, qui va driver, qui va jouer des pick and roll en tant que porteur de balle et en tant que poseur d'écran, qui va faire pas mal de choses, tu vois. Donc c'est assez intéressant de voir que statistiquement, pour l'instant, il est en fait très proche de ce joueur-là. Il faudrait se replonger dans des matchs un peu sombres des années 2005-2006 pour regarder à light test ce que ça donne, mais c'est intéressant. Bah après, tu regardes les saisons de Marvin Williams, c'est surtout qu'il a jamais confirmé, parce que tu regardes ses premières saisons, 14 points en année 3 par exemple, il est en 14-6-2, on va dire. Bah c'est quelque chose qui est quand même très convenable, mais c'est juste qu'il a jamais réussi à franchir ce step supplémentaire, que Bazley franchira peut-être, mais pour l'instant, juste de manière brute, si tu compares l'année 2 de Marvin Williams et l'année 2 de Darius Bazley, je trouve qu'il y a quand même une sacrée similarité. Sachant qu'au début de sa carrière, il ne prenait presque pas de 3 points. Non, c'est ce que j'ai dit, c'est l'époque qui voulait ça. C'est assez incroyable comment tu vois avec l'époque comment ça évolue et ses tentatives à 3 points aussi, tu revois l'impact. L'un des pires, c'est au niveau de ça, c'est Al Horford. Je crois que Al Horford, de ses 5 premières saisons, il en tente 3. Je crois que l'année d'après, il en tente 200 des tirs à 3 points. Enfin, c'est... Non, c'est plutôt intéressant, une bonne comparaison à voir comment il évolue. Je pense qu'on parlera de sa projection ensuite, de la nôtre, plutôt en fin de podcast, qu'on aura bien disséqué son jeu. Donc là, on va enchaîner avec le côté offensif de Darius Bazley. C'est celui qui pose peut-être le plus question. D'abord, moi j'ai envie de dire que c'est un joueur qui est capable de prendre feu, qui est capable de faire des matchs plus que moyen. On reviendra, je pense, un paquet de fois sur son irrégularité, notamment au tir, notamment dans son rythme, dans la confiance qu'il a. Mais par contre, c'est un joueur qui est quand même capable de tout faire. Tout faire pour l'instant assez moyennement bien, mais qui est capable de tout faire. C'est Harrison Barnes. Bon partout, mais brille nulle part. Est-ce que c'est pas une bonne compa aussi d'ailleurs ? Ah, il est un peu petit quand même. Ouais. Et moins bon shooter. Mais ouais, Harrison Barnes en plus était meilleur créateur en début de carrière, on est méchant. Mais oui, pourquoi pas. Après, il jouait avec les Warriors, tu le voyais pas trop banc en main non plus, quoi. Non, ouais, c'est ça, les deux d'Harrison Barnes, c'est 9 points, 4 rebonds, une passe, 39% au tir, 34% à 3 points. 48% au true shooting, quasiment le même assist pourcentage que Bazley, un peu moins d'usage rate pour Harrison Barnes, mais ouais, la compa est pas, ouais, en plus ils font la même taille, ouais, la compa est pas si bête. Après l'environnement est clairement pas le même. Ça c'est sûr. Donc, comment tu vois toi le jeu offensif de Bazley actuellement, si tu devais faire un petit état des lieux avant qu'on se plonge peut-être partie par partie statistiquement dans ce que ça... Un état des lieux, c'est compliqué, très sincèrement, de faire ce podcast sur Bazley, c'est très compliqué parce que t'as un joueur qui est totalement irrégulier. Si on doit dégager quand même, avant de rentrer dans le détail des statistiques, si on doit dégager une certaine tendance dans le jeu offensif de Bazley, c'est que quand même, il passe 66% de son temps, 2/3 de son temps, derrière la ligne à 3 points, à attendre qu'on le serve. Ou alors, il est derrière la ligne à 3 points, quand il est balle en main, il n'y a pas souvent, quelquefois il va aller driver, on va voir que ça peut parfois lui réussir et parfois ça va moins lui réussir, mais globalement, la majorité de ses tirs sont des jump shots. Il n'y a quasiment pas de jeu à mi-distance, donc c'est des jump shots à 3 points qui sont pris soit en pull-up, soit en catch and shoot, pour une réussite qui est pas folle. Et le deuxième point, si t'enlèves son shoot et son aspect individuel, nous, quand on a fait le podcast preview de saison avec Solal, on était plutôt confiants sur le fait que Bazley allait progresser au niveau de la création. Bah pour l'instant, on n'en voit pas des masses. Alors il y a quelques passes. J'ai l'impression de parler de beaucoup. Il y a quelques passes qui sont plutôt bien senties.
Tu vois, par exemple, le match face aux Wolves hier, il y a une extra passe pour Dort, à un moment que j'ai trouvé plutôt intéressante. Tu vois, il aurait pu prendre le tir et non, il décale sur Dort. Ça montre quand même qu'il a une certaine vision du jeu. Mais malgré tout, au niveau de la création, c'est pas encore ça. Alors, il n'est pas utilisé comme créateur, peut-être parce qu'il peut pas, tout simplement. Mais effectivement, comme tu vas le dire, il y a peu de pick and roll où c'est lui qui pose la balle et au final, on arrive avec un joueur qui est très frustrant, qui est très irrégulier, qui a peut-être aussi un problème de manque de confiance, mais qui, par certains moments, par certaines actions, nous laisse penser à quoi, enfin, nous laisse croire qu'il pourrait potentiellement vraiment bien se développer. En fait, il y a un peu à boire et à manger, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des moments où il y a plein de choses où tu te dis, ça s'il confirme, ça s'il progresse un tout petit peu là-dessus, ça peut être un très bon joueur. Il y a des moments où, dans les mauvaises périodes, il se passe plus rien en fait. Enfin, c'est vraiment, il met plus un tir, il est hors rythme, il semble même perdu un petit peu dans l'attaque et du coup même en défense il se donne parfois un peu moins. On reviendra un petit peu par la suite par sa mentalité que moi je trouve est positive là-dedans parce qu'il a l'air d'être toujours dans l'intensité, notamment en transition où c'est une vraie menace parce qu'il est tout le temps en sprint, il a tout le temps envie d'aller scorer. Mais il y a pas mal de choses à analyser. T'as commencé de le dire, on va peut-être commencer par ça, son tir. En fait, la gestuelle est pas mal. J'apprécie, c'est plutôt en rythme, c'est plutôt haut, C'est plutôt fluide. c'est plutôt fluide, il est même capable d'en prendre certains en step back ou en side step. Enfin, tu vois, tu vois qu'il est à l'aise, qu'il a eu, je pense, un passé où il scorait pas mal et qu'il est plutôt à l'aise avec ça. Mais en fait, statistiquement, c'est pas bon parce que 34% de ses tirs sont pris en catch and shoot à 3 points sur tous ses tirs. Il a 28% de réussite 35, là-dessus. hein. Ouais. Et il a 28% de réussite sur ça. Ça, c'est pas vraiment encourageant. On parle de ses capacités balle en main. Si on regarde ses stats au pull-up, comme tu l'as mentionné, il a 33%, et donc 30% à 3 points, parce qu'on sait qu'il prend quelques pull-up à mi-distance, notamment en sortie d'écran Très parfois, peu. ou une fois qu'il est drivé, de moins en moins, mais il en Il y prend. en a un par match. Ouais, et où d'ailleurs c'est souvent, tu vois, ça rentre, tu vois, d'ailleurs quand tu regardes sur ces zones de shoot, à mi-distance, c'est loin d'être son pire endroit, quoi. Il devrait Ouais, peut-être un petit peu favoriser l'utilisation de ce tir-là. Ah bah, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Ouais, ça c'est sûr. C'est peut-être la première interrogation qu'on aura pour la suite de sa carrière. Je suis pas contre sa sélection de tir. Je trouve que c'est pas scandaleux. Il y a des fois, il force un petit peu quand on voit qu'il va prendre confiance. Mais je pense que la plupart de ses tirs sont plutôt ouverts. Il y en a J'ai qui... la stat. Ah, J'ai vas-y. la stat. Alors, ce qui s'appelle sur NBA Advanced Stat taille, donc c'est serré. C'est une couverture serrée. Il y a very tight avant, donc c'est en Ouais. gros, il y a un joueur qui est sur lui, quoi. 32% de fréquence de tir. Pour 50% de réussite. Ça, c'est intéressant. 50% de réussite au tir. Et les 3 points, il les prend jamais en étant serré. C'est Mhm. donc en gros, ça va être des drives, ça va être peut-être un petit pull-up à mi-distance, mais il prend pas de tir à 3 points quand il est serré. Quand tu passes dans la catégorie ouvert, c'est-à-dire un adversaire qui a 4 ou 6 feet, tu as 26% de fréquence de tir pris, ce qui est le plus bas avec le very tight, mais le very tight en même temps, il y a peu de joueurs qui en prennent beaucoup, sauf James Harden, mais ça c'est autre chose. 35,5% de réussite au tir, dont seulement 23% à 3 points. Et c'est là où c'est le plus inquiétant. Parce que t'as un joueur qui est ouvert et qui est juste pas capable de rentrer ses tirs. Ouais, c'est Et ça. si tu passes à 6 feet ou plus, un adversaire à 6 feet ou plus, t'es en wide open, donc grand ouvert, 34,5% de fréquence de tir, donc c'est les tirs qui prend le plus, ce sont des tirs grand ouverts. Et là, c'est encore peut-être plus inquiétant parce qu'il est à 35,8% de réussite au tir, dont seulement 31 à 3 points. Alors quelque part, tu peux lire ça, tu peux avoir un double discours, parce que tu peux te dire, les tirs qui sont serrés, il les met dedans, et les tirs qui sont grands ouverts, il les rate. Mais c'est peut-être aussi une question de confiance. Ces tirs grands ouverts, tu peux te dire à un moment, il va avoir un déclic, il va les rentrer. C'est ce que tu as dit juste avant, la sélection de shoot, elle est pas dégueulasse, au contraire. Mais il faut juste que, ça tombe pas dedans pour l'instant. Donc tu peux te dire c'est inquiétant parce qu'il met pas dedans, mais de l'autre côté tu peux te raisonner en disant oui mais il prend des tirs grands ouverts donc normalement ça devrait rentrer. Je suis d'accord. Du coup,
Comment toi tu le verrais évoluer? Est-ce que tu penses que ça va enfin cliquer à un moment? Moi j'ai espoir. Je t'avoue qu'il y a des passages où il est capable d'en enchaîner 2-3, où tu sens que ça y est, il a trouvé son rythme, il prend des bons tirs, même des fois en fin de transition, il arrive un peu en trailer quand il a pris un rebond qu'il a lâché. Où il y a vraiment des bons tirs où tu te dis, là ok, il va avoir un gros passage. Je sais plus contre qui c'est un des matchs contre Orlando où il met 12 points d'affilée là. Non, c'est Miami. C'est Miami, Ouais. où il fait un énorme passage et tu te dis, ce joueur-là, tu ne peux pas ne pas avoir d'espoir en lui et que tu te dis un jour ça va cliquer, quoi. Donc, je suis plutôt, pas optimiste, mais encourageant sur ce point-là où il y a un moment où ça va rentrer. On l'a vu l'année dernière, notamment dans la bulle, où il en a été capable. Ah oui, la série contre Houston, il est quasiment à 50% à 3 points, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais en fait, la vision que j'ai de Paisley dans le futur, c'est un peu contradictoire avec les stats, parce que moi je me disais, Paisley, limite, si tu veux le servir, faut le servir en catch and shoot. Faut pas, ou en tout cas derrière l'arc, ou à mi-distance, il peut faire un pull-up, il est plutôt efficace, mais en tout cas, tu peux pas le servir, tu peux pas le laisser créer son tir à 3 points comme Shea peut le faire, typiquement. Sauf que si tu regardes encore une fois les stats, quand Baisley prend un tir en catch and shoot, donc avec 0 dribble, il le fait 50% du temps, donc en gros un tir sur 2 qu'il prend c'est un tir en catch and shoot. Le field goal pourcentage il est que à 39%. C'est quasiment le plus faible de tous. Et celui à 3 points il est à 27%, c'est le plus faible de tous aussi. Et je crois que c'est toi qu'on avait parlé en live la semaine dernière. Quand Baisley prend 2 dribbles, Non, c'était pour Malédon, je crois. Ah, c'était pour ça marche aussi pour Baisley. Quand Baisley prend un tir après avoir fait 2 dribbles, c'est là où il est plus efficace. Il a 53% de réussite au tir. Alors sur des échantillons qui sont petits, hein, t'es sur un tir tenté par match, donc c'est un petit échantillon. Mais malgré tout, j'ai envie d'un côté, je me dis, tu le sers en catch and shoot, mais finalement, il est plutôt efficace quand il dribble, et même par exemple quand il prend un tir après avoir dribblé 7 fois ou plus, c'est-à-dire quand c'est une possession en ISO, tu vois, il a 44% de réussite au tir, ce qui est meilleur que quand il joue en catch and shoot. Et en plus, ces tirs à 2 dribbles, je pense que tout le monde peut à peu près voir lesquels c'est. C'est quand il dribble main gauche, il fait un petit cross et il va se reculer sur son côté droit. C'est souvent ce tir-là qu'il utilise et pour le coup, effectivement, il est peut-être plus à l'aise dans ce secteur-là et après ce mouvement-là que juste en catch and shoot. Ou est-ce qu'il hésite pas un petit peu parfois, tu sais, dans la reprise d'appui, dans est-ce que je le prends ou pas, etc. D'où mon truc de dire qu'il manquait parfois de confiance. Ouais. Est-ce que Baisley n'est pas le meilleur en fait quand il se prend pas la tête, qu'il a pas de pression et qu'il joue juste comment le jeu vient à lui en fait, j'ai envie de dire. C'est peut-être c'est peut-être ça la clé. J'ai fait que de le répéter. Hein. On a pas mal parlé de son tir. On va peut-être se pencher sur un autre aspect important du jeu de Baisley, c'est les drives. Parce que Baisley a quand même une grosse tendance à être attiré par le cercle. Il drive, que ça soit sur jeu placé, mais aussi en contre-attaque, quand il va aussi prendre le rebond, qui va remonter le terrain. On l'a vu plusieurs fois faire des coast-to-coast. Enfin, il y a plusieurs choses intéressantes là-dessus. Juste statistiquement, pour contextualiser, il drive 5 fois par match. Il shoot à 47,3% sur ces drives-là. C'est juste en dessous d'Amidou Diallo. C'est correct, sans plus, j'ai envie de dire. Voilà. Et ce qui est aussi intéressant et que ça fera peut-être un petit lien avec le côté créateur, c'est qu'il passe la balle sur 28,7% de ses drives pour un assist percentage de 5,2, ce qui est pour le coup assez faible quand on compare aux autres. Alors le constat moi que j'en fais, c'est que il a des bonnes qualités athlétiques, un bon premier pas, un bon dribble qui lui permettent souvent de faire des différences à partir des 3 points où il lit bien le jeu, il est capable de passer son joueur par exemple. La problématique elle vient à ce moment-là, une fois qu'il a passé son joueur, qu'il arrive dans la raquette, il est bon sur ses appuis, mais il a tendance à trop subir et j'ai presque envie de dire de plus en plus avoir peur du contact parce qu'il sait qu'il est souvent négatif pour lui ce contact-là avec le grand ou avec les défenseurs qui sont en aide. Du coup, il va chercher énormément à faire des Eurostep, à faire des pas décalés. Il va énormément aussi décaler ses bras pour chercher des finitions compliquées, où il a beaucoup de touchés, mais il va passer en dessous du cercle, enfin, il va faire énormément de choses compliquées. Du coup, son pourcentage va être difficilement plus haut que ce qu'on a indiqué. Et il va devoir progresser, tu l'as dit, il commence à un peu moins subir les contacts, mais il y a encore beaucoup de travail, je pense, là-dessus. Notamment, je pense, de se densifier sur le haut du corps pour pousser un peu tout le monde, quoi. Sur un poste 4, il va falloir des bras. Des bras, épaules, que tu sois capable de faire ça pour pousser un peu tout le monde. Et par rapport aux passes qu'il fait sur ses drives,
En fait, je pense que la plupart, c'est des passes de secours, j'ai envie de dire, où il arrive sous le cercle, il voit cette fois que ça va vraiment être compliqué pour prendre un tir, et il ressort la balle un petit peu comme il peut sur un joueur disponible. Typiquement, les passes qui sont assez en cloche et qui font reculer un peu toute l'attaque jusque presque au milieu de terrain, où tu essaies de retrouver ton meneur. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de passes qui vont être un petit peu comme ça. Alors après, comme tu l'as dit, il y a eu certains passages ou certaines actions où il va faire ce qu'il faut, où il va driver, il va faire la passe derrière lui pour le joueur tout seul, où il va trouver un décalage, mais c'est encore trop rare, j'ai l'impression, et on le verra ensuite, en plus il perd pas mal de ballons, et ça le pénalise largement. Bah, au niveau des passes, tiens, puisque t'en parlais, juste avant de revenir sur son drive, tu vois, quand tu dis que c'est des passes de secours, tu regardes sa fréquence de à qui il fait la passe, tu vois que 46% du temps où il fait une passe, c'est en direction de Shea, 11% du temps, c'est en direction de Malédon, et 15% du temps, c'est en direction de Georgie. Donc tu vois bien que c'est des passes en disant j'arrive pas, je la redonne à mon meneur. Ce qui ramène ensuite au deuxième point où, effectivement, il a du mal à driver. Je suis d'accord avec toi, je te rejoins sur le fait que parfois, peut-être par peur du contact, il va tenter des lay-ups qui sont un peu trop compliqués pour lui, ce qui n'est pas le seul. Dort tente aussi parfois des lay-ups compliqués, Malédon aussi, parfois. Bon bref, c'est pas le seul. Malgré tout, il y a effectivement une certaine inquiétude parce que son premier pas est rapide, mais je trouve pas qu'il lâche non plus son défenseur ultra facilement. Bah après, souvent, c'est qu'il fait le cross qu'il faut. Tu vois, par exemple, il a un très bon reverse. On l'a vu 2-3 fois sur un dribble, un reverse, c'est passé le joueur. Oui, parce qu'il est gaucher, donc ouais. C'est plus dur de le défendre. Mais c'est pas du blow-by comme chez, je suis d'accord avec toi. Tu vois. Et encore, Shea a un poil de handle. Je trouve qu'il y a beaucoup de situations où Shea il se débarrasse pas du défenseur sur son premier pas, il s'en débarrasse parce qu'il a le bon dribble. Mais il va falloir se muscler un petit peu au niveau du haut du corps, je trouve. Peut-être même au niveau des jambes, histoire de gagner un petit peu d'explosivité et de verticalité, parce que tu vois, j'ai pas la stat, si je l'ai la stat sous les yeux, Bazley, il dunk même pas 20 fois cette saison. Alors que s'il était peut-être un peu plus vertical, il pourrait justement éviter, comme Giannis, quoi, il pourrait éviter de faire des lay-ups compliqués et écraser tout avec un bon gros dunk. Et en plus, ces dunks, c'est que des contre-attaques. Hein. Oui, c'est pas des dunks dans le trafic, donc... Peut-être un ou deux sur des cuts où il a bénéficié mais il n'y a jamais un défenseur entre le panier et lui, quoi. Ouais, complètement. Donc, comment tu le vois son futur sur ses drives? Est-ce qu'une fois... Moi, je pense qu'une fois qu'il aura pris un peu de physique, il sera un peu plus poli, moins brut, que ses choix seront un peu meilleurs et qu'il bénéficiera... Là, il a du spacing en plus, donc ça devrait pouvoir l'aider dans ces drives-là et pas forcément. Je pense que ça sera encourageant dans le futur et ça sera une vraie arme parce qu'il a une bonne vitesse quand même, parce qu'il a un bon handle et que s'il joue 4, 5, c'est un autre débat qu'on aura, c'est intéressant. Est-ce qu'il peut se muscler? C'est la question que je me pose. Parce qu'il y a des joueurs qui sont naturellement frêles et tu vois, il peut prendre un petit peu en masse physique, mais est-ce qu'il peut... Tout à l'heure, je parlais de Giannis, est-ce qu'il peut devenir tanké comme Giannis l'est devenu au fur et à mesure des saisons? Sans stéroïdes. Je ne dis pas que Giannis prend des stéroïdes, attention, me tombez pas dessus, mais... Je pense pas. Tu penses que ça sera un physique un peu à la KD toute sa carrière? Peut-être pas KD, parce que là t'es dans un extrême, puis KD a réussi à se muscler. Non, non, t'as peut-être raison, parce que KD, quand il est arrivé, il était extrêmement frêle, il s'est musclé, mais c'est jamais devenu un monstre surathlète. Tu vois, il dunk parce qu'il est très grand, KD. Mais effectivement, je pense que Bazley, au niveau de ses drives, devrait plus s'inspirer effectivement d'un Kevin Durant qui est capable, de par sa rapidité, de par sa taille, de lâcher son adversaire ou de finir avec un peu plus de facilité, plutôt que s'inspirer par exemple d'un Giannis qui va tout écraser parce qu'il a un physique de malade. C'est plus dans ce registre-là que je le vois évoluer, un peu plus smooth au cercle. S'il parvient pas à se muscler, s'il parvient à se muscler, vas-y, en puissance. Mais un peu plus smooth vers le cercle et plus avec de la malice entre guillemets, parce que je pense que le QI basket de Bazley, il doit pas être déficient, au contraire, je pense qu'il a un bon QI basket. Je suis d'accord. Un peu plus de malice pour finir près du cercle. Non, je suis d'accord avec toi, je te rejoins là-dessus et je pense effectivement que c'est un joueur avec un bon QI basket. Comme tu l'as déjà dit un petit peu, il a une bonne vision de jeu, je pense qu'il lit bien ce qui se passe, etc. Maintenant, c'est être moins brut et faire les bons choix au bon moment. Bien trouver le flow du match, etc. Moins paniqué aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Oui, effectivement.
Parce que là, au niveau des stats, juste t'as la stat aussi. Quel est son pourcentage de réussite au tir en fonction d'où est la cloque, où est l'horloge au décompte. Tu vois que Bazley, il prend la plupart de ses tirs quand il reste entre 15 et 7 secondes sur l'horloge. C'est average, quoi. Il est à 49% de réussite au tir. Ce qui est pas mal. Par contre, quand tu commences à passer en dessous de 7 secondes, bah, il est quasiment à 0% de réussite au tir. Tu vois, il est à 26 quand il reste entre 7 et 4 secondes, et quand il reste entre 4 et 0 secondes, il est à 6% de réussite au tir. Ce qui montre bien que peut-être qu'en fin de possession, justement, il peut paniquer et faire n'importe quoi. Oui, qu'il est très à l'aise aussi sur le début de la fin de transition et le début de mise en place d'un système. C'est un gros point positif pour lui. Le point aussi que tout le monde, qui centralisait un peu les attentes de tout le monde, c'est son côté créateur. Là, honnêtement, ça va être assez rapide à analyser parce qu'on l'a presque pas vu. Il a pas énormément la balle en main. Il fait très peu de pick and roll avec la balle en main. Juste une stat pour montrer ça. Il est à 7,4 en assist percentage quand il est sur le terrain. C'est très faible. C'est même un des plus faibles de l'équipe. C'est plus faible qu'Amidou Diallo, par exemple. Hein. Largement. Largement. Donc, en fait, après, on voit... Diallo a beaucoup la balle en main et créé pour les autres, et même quand sur ses drives... Il a progressé aussi. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est quand même pas la meilleure... C'est quand même pas le meilleur créateur de l'histoire du Thunder, loin de là. Non, mais il a progressé. Et c'est juste pour mentionner que Bazley, voilà, il a pas la balle en main. Sur ses drives, comme on a commencé de le dire, les passes, c'est pas vraiment des bonnes passes, c'est rarement des passes décisives ou sur des gros décalages. Est-ce que c'est pas un faux espoir, ce côté créateur, au final? Faux espoir, je sais pas. Je trouve qu'il y a quand même... Putain, si tu l'utilisais un peu plus en créateur... Enfin, je veux bien qu'il fasse pas de passe, mais essaye au moins de l'utiliser comme ça, pour voir. Si vraiment il est pas capable, bah tu l'utilises pas comme ça, mais... Pour le coup, le match sans guard, là, contre Minnesota, le premier, il l'a fait un petit peu plus, avec plus ou moins de succès, mais on sentait qu'il était un peu plus concerné par cette responsabilité-là. Oui. Après, c'est Diallo qui drive, Diallo et Horford qui drive quand même une bonne partie de l'attaque. L'action où Horford remonte la balle et annonce le système, mais c'était exceptionnel. C'est pas si bête, hein. Moi, ça me dérange moins que de voir beaucoup faire des coast-to-coast. Non, mais le registre est le même, tu vois. Un joueur qui est, bon, effectivement, qui est pas le plus rapide, mais alors Horford, je pense que tu préfères limite avoir un Horford balle en main qui te lance un système plutôt que Bazley actuellement. Tu peux même enlever le limite. Hein. Je préfère avoir alors Ford qui lance un système que Bazley. En plus, tous nos systèmes presque ont le pivot qui a la balle post-haut, etc. Donc il peut y aller directement, quoi. Voilà. Ça fait 15 ans qu'on fait ce système. T'as un pivot post-haut avec un end-off. C'est incroyable. Non, ça fait 2. Enfin, 15 ans au global. Ok, si, ça fait 2 ans. Non. Les années d'avant, t'avais... Ouais, t'avais un peu moins ça, parce qu'Adams avait moins la balle post-haut. Et parce que t'avais Westbrook. Donc, de toute façon, tu sais autre chose. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais t'en avais quand même des systèmes... T'avais des systèmes où Adams était en tête de raquette, quand même. Mais bref, mais comme je te dis, utiliser un peu plus Bazley en tant que porteur de balle. Toi, t'as la stat, moi je l'ai pas. Les pick and roll ou les porteurs de balle, il en fait combien? Alors, sur les pick and roll balle en main, c'est 1,6 par match, ce qui fait autant que Lou Dort, d'ailleurs. Il le fait 11% du temps, 12% du temps. Et ce qui est intéressant, et c'est la même problématique qu'avec les pick and roll où il est poseur d'écran, c'est qu'il est efficace quand il va prendre le tir sur ces situations-là. Là, il est à 58% sur ces situations-là, donc... vraiment bien, plus que chez d'ailleurs. L'échantillon est petit. Ouais, l'échantillon est petit, mais voilà, c'est vraiment pas mal. Dort est à 35% par exemple sur les mêmes types d'actions. Mais la grosse problématique, et c'est la même comme je l'ai dit sur quand il pose l'écran, c'est les turnovers. Il est à 25% de turnover. Et en fait, quand tu prends au global, du coup, ces points par possession, et ben, ils sont à 0,94, c'est pas mal, mais ça devrait être largement mieux vu le pourcentage au tir qu'il a. Et quand il pose l'écran, c'est encore pire. Il le fait 7% du temps, donc au final, on le fait assez peu. C'est surtout très souvent le pivot qui le fait. Il a 1 point par possession. C'est le plus faible parmi les intérieurs du Thunder en points par possession. Il
il shoot bien, il est à 56,3%, il n'y a que Roby qui fait mieux. Alors après, Muscala et Horford prennent beaucoup de pick and pop et de 3 points, ça diminue un peu le pourcentage. Mais il perd aussi 23,8% de ballons quand il est utilisé sur ces situations-là. Donc en fait, quand Bazley arrive à aller au tir et à faire le bon choix, du coup, sûrement de tirer ou qu'il est tout seul, il est efficace, il est capable de sanctionner la défense si elle fait mal à la rotation défensive. Par contre, il y a une action sur 4 où il perd la balle. Sur ces situations-là, où en gros, il va la recevoir, il va pas savoir quoi en faire, il va s'empaler sur la défense, il va perdre la balle, il va faire une mauvaise passe. Et ça, c'est une grosse problématique de son jeu, je pense, actuellement, parce que il pourrait être bon dans ce côté poseur d'écran, et je vais au cercle, bon, faut qu'il pose des meilleurs écrans que ce qu'il fait maintenant, mais il pourrait être bon avec sa verticalité, sa vitesse au cercle, ça peut être intéressant, il a un bon toucher aussi, ce qui pourrait l'aider, mais il perd trop de ballons. Enfin, du coup, tu pénalises tout ce côté positif. Ça se traduit même, si tu prends la stat de manière globale, le turnover pourcentage l'année dernière de Bazley il était de 11.6, cette année il est de 13.2. Il perd plus de ballons que l'année dernière. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi, mais après, comme tu l'as dit, l'échantillon, c'est lui, soit lui qui gère le pick and roll, soit lui qui pose l'écran, il n'y en a pas tant que ça. Non. Il est très peu impliqué sur ce type d'action. Bah voilà, le pick and roll, la plupart du temps, ça va être Horford ou Roby qui va te le faire, quoi. Donc, encore une fois, on peut le critiquer, mais là, au final, plus t'avances dans l'épisode, et plus je me dis qu'il y a peut-être un coach aussi qui devrait un peu plus varier les systèmes. Parce qu'au final, Bazley, il se retrouve dans des situations où il va jouer en ISO, mais il n'y a pas de situation où tu le laisses en tant que créateur, il n'y a pas de situation où tu le laisses jouer le pick and roll. Alors, et en plus, Daynolt est largement capable de faire ça, parce qu'on a cette philosophie jeu de base avec l'intérieur posto, etc. Mais il y a des fois des variantes ou des systèmes qui se font sur des écrans, etc. Et je pensais à ça parce que Bazley en a une pour lui, où en fait tu vas servir à l'Horford souvent à 45 à mi-distance, et Bazley va faire un faux écran à l'opposé en tête de raquette pour tout de suite slipper jusqu'au cercle, si on peut dire. Et il est tout le temps tout seul. Je crois que ça a marché 2-3 fois sur les derniers matchs. Très intéressant là-dessus. Et Degnault est capable de ça. Donc en fait, ça serait bien de voir plus de choses, plus de diversité pour Bazley. D'ailleurs, même pour tous les joueurs globalement. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut souhaiter. C'est un petit peu plus de diversité offensive parce que Shai joue que des pick and roll ou des 1 contre 1. Il prend plus de tirs à mi-distance, je trouve. Oui, mais ça vient des mêmes situations. C'est juste qu'il a changé un peu les tirs qu'il prend sur celle-ci, tu vois. C'est un contre un. Il prend plus un step back, il prend un mi-distance. Voilà. Je suis d'accord. Ça manque de variété. Hein. C'est peut-être c'est ce qu'on peut reprocher, ouais. Ah bah moi, c'est le principal reproche que je fais cette saison, de manière globale. La défense m'a bien énervé là, il y a 2 semaines. Là, ça s'est plutôt calmé, mais le manque de variété, moi je m'énervais dessus toute la saison, ça continue. Parce que l'année dernière, c'était vachement bien. Je pense qu'on a été gâtés l'année dernière, parce que pas au niveau des systèmes, au niveau de la sélection de tir, t'avais quand même une sacrée variété. Là, cette année, t'en as pas, quoi. Parce que les systèmes l'année dernière, il n'y en avait pas tant que ça non plus. Non, mais tu vois, t'avais comme Chris Paul pouvait jouer à mi-distance, bah ça shootait à mi-distance. Comme Gallo est un peu bête, il prenait que des tirs à 3 points. Shai allait driver un petit peu. Adams jouait au poste. Tu vois, t'avais de la variété dans le jeu offensif. Ce qui faisait qu'on était une bonne attaque. Mais là... Après, c'est pas le débat. C'est pas le débat. Non, juste ça pour dire que tu peux essayer de faire varier le jeu offensif de Bazley. Et si t'es un peu plus dans la variété, peut-être que pour le coup, il augmentera ses pourcentages de tir. Ouais. Juste une bille que je voulais ajouter dans ce débat-là, c'est que le fait d'avoir une philosophie de jeu, ça a des limites, comme on peut le dire en variété, mais ça a aussi des bénéfices qui sont que, par exemple, là, il y avait plein d'absents dernièrement au Thunder, ben, tout le monde est capable de jouer les mêmes choses, en fait, j'ai envie de te dire, et certains peuvent s'exprimer. Par exemple, un Justin Jackson jouera de la même façon que celui qui va remplacer, qu'un Dort, par exemple, et ça peut lui permettre plus ou moins de s'exprimer, et t'as une cohérence dans le jeu, même si t'as des absents. Tu vois. Ouais, mais t'es ultra prévisible. Ouais, t'es ultra prévisible. Par contre, ça, j'ai hâte de voir comment ça va s'adapter en défense. Voilà peut-être un petit peu pour l'attaque par rapport à Bazley. C'était le gros nerf de la guerre. La défense, on ira un petit peu plus vite. Il y avait pas mal de choses à dire. Pas mal de déchets, pas mal d'axes de progression. C'est peut-être un petit peu moins positif, du coup, justement, que la défense. Moi, ce que j'ai envie d'inciter sur sa défense, d'abord, c'est sa polyvalence.
je considère pas Bazley comme un défenseur dominant, mais pas négatif, qui est capable d'être positif quand il en a l'envie et l'intensité, ce qui arrive quand même souvent, mais il y a des passages où notamment le deuxième match contre Minnesota, c'est un peu plus dur, et on y reviendra, et jouer poste 5, ça l'a pas forcément avantagé pour le moment, mais globalement sa polyvalence est intéressante défensivement, surtout à côté de joueurs comme Shea, comme Dort, surtout en défense. C'est peut-être le gros point positif de ce côté-là du terrain. Moi, je trouve que le meilleur point pour la défense, le point le plus positif de Bazley actuellement, c'est sa défense extérieure, plus que sa défense intérieure. Là, j'ai la stat, là, quand il défend un tir à 3 points, le taux de réussite adverse est que de 36%, ce qui est bien. Par contre, quand il défend à 2 points, le taux de réussite était à 55%. Alors, c'est normal, t'es plus proche du panier, mais t'as quand même quasiment 19% de différence entre les deux. Donc, et au final, sa défense au total c'est 47%, ce qui est, tu dois pas être parmi les meilleurs, mais t'es quand même, je pense, pas si mal classé. C'est un point sur lequel on va revenir, ça, sa défense sous le cercle, parce que je pense l'un des points de débat, on parle de sa polyvalence, sa défense extérieure, mais c'est, comme on l'a vu sur le dernier match, sa capacité à jouer peut-être poste 5 dans le futur. Parce qu'on le sait, il a une bonne intensité. Sur les postes 4, depuis le début de saison, il fait ce qu'il peut. On l'a vu essayer de défendre sur KD. On l'a vu essayer de défendre des fois. Il se motive. C'est en progrès. C'est un jeune joueur. Il manque un peu de physique. Donc ça le pénalise. Par exemple, contre Zion, c'était juste pas possible. Donc là-dessus, c'est intéressant. Maintenant, l'axe de progression, peut-être qui va amener notre débat, c'est cette défense au poste 5. Premier élément, moi, que j'ai envie de mentionner pour le poste 5, c'est qu'il doit faire des choses de poste 5 pour pouvoir jouer à ce poste-là. Et on l'a vu hier, même contre Nasrid, où il s'est fait un petit peu défoncer. Il manque un peu de rigueur et d'un côté un petit peu rugueux pour défendre sur ces joueurs-là, notamment au poste où faut être vicieux, faut pousser, faut être physique, faut être prêt, et c'est assez compliqué à faire, et je pense qu'il a pas forcément cette habitude-là pour l'instant. Il a pas non plus l'habitude de faire énormément de box-out, il en fait moins de 1 par match, il en fait autant que George Hill, et ça, pour un poste de pivot, surtout au Thunder, d'ailleurs, c'est important, parce que tu dois bloquer ton gars, tu dois l'empêcher de prendre l'air bon off. Tu dois laisser le rebond défensif à Westbrook. Exactement, ou haché, pour du coup. Et du coup, ça, il doit prendre cette habitude-là aussi, parce qu'historiquement, Steven Adams est très fort dessus. Horford est plutôt efficace là-dessus, il est meilleur au box-out que pour prendre vraiment le rebond, d'ailleurs, j'ai l'impression. C'est normal. Donc, deux premiers points sur lesquels il doit progresser, et ensuite, il y a le point protection de cercle qui est très important. Il conteste beaucoup de tirs par match au cercle, alors ça prend, je pense, en compte les drives, ça prend pas mal de choses en compte. Il défend à 47%, il est légèrement plus haut que celui d'Orford, etc. Il y a que Robbie en fait qui fait pire qu'en défense sous le cercle pour les intérieurs. Il a 94. Robbie c'est 50, c'est 58 je crois, quelque chose comme ça. Oh, 58. En fait, j'ai du mal avec ces stats de protection de cercle parce que c'est dur à analyser. J'ai du mal à voir comment ils prennent en compte les drives, comment ils prennent en compte les aides, comment ils prennent pas mal de choses. Mais ça permet juste d'illustrer parce que par exemple un Gobert est fort dans ces stats là et ça parle très bien. Mais de l'eye test, ce qu'on peut voir, c'est que il est capable de le faire, mais il ne le fait pas encore assez régulièrement. Et sur les pick and roll, je suis pas sûr que ça soit encore viable de le faire évoluer, par exemple en drop, en protection de cercle sur ces situations-là. Il a la longueur, il a le sens du contre, il a la vitesse pour le faire, mais il va se faire, en termes d'impact, ça va être compliqué pour lui. Je sais pas. Au final, la question de Bazley qui peut évoluer en 5, ça revient à la question de est-ce qu'il peut driver. Est-ce qu'il peut. En tout cas, le problème s'est posé tout à l'heure quand on parlait de sa capacité de driver, c'est est-ce qu'il va prendre du poids. Parce que pour jouer 5, si tu veux. Les box-out, limite, je suis pas autant critique que toi au niveau des box-out parce que t'as plein de pivots qui jouent 5 et qui font ce que font Bazley, c'est-à-dire qu'ils vont pas chercher à faire un box-out, ils vont aller chercher le rebond, point. Mais tu vois, alors Ford, typiquement, son but, lui, il sait qu'il a pas une verticalité folle, donc son but, c'est je vais protéger le rebond pour que justement quelqu'un d'autre puisse le prendre. Là où Bazley va aller le chercher lui-même. Mais effectivement, est-ce qu'il va être capable, parce que si tu prends du physique, si tu prends un peu de muscle, tu vas être capable, de faire un peu plus peur aux attaquants adverses,
Si tu commences à lâcher quelques contres, tu vas commencer à un peu plus impressionner. Et pour le coup, t'as parlé de Nasrid qui s'est régalé cette nuit à l'intérieur. Bah, effectivement, si t'as un peu plus de musculature, tu vas peut-être pouvoir mieux résister aux joueurs qui t'attaquent au poste. Et c'était que Nasrid. Et même Muscala, quand il rentre, défendait mieux. C'est ça qui était un peu inquiétant hier. Ou c'était un peu le test Oui. Bazley en 5, tu vois. Oui. Après, c'est moi au final qui me fait l'avocat de Bazley, ou en tout cas qui essaye de le défendre sur certains points. Il y a très peu de séquences où il a vraiment joué 5. Ouais, je suis d'accord. Même l'année dernière. Hein. Et cette année, t'as toujours Horford qui est là, Roby qui est plus le vrai 5. Je pense que Desnotes l'a tenté une ou deux fois quand il y avait une ou deux absences, par exemple quand Horford était absent ou autre, et qu'il était un peu en galère de solution, que Roby marchait pas, Muscala marchait pas, il a dû le tenter, mais 2 minutes. Très peu. Tu regardes sur Basketball Référence, 3% du temps, il a joué pivot. Ouais. Alors après, ça vaut ce que ça vaut, je sais pas comment il calcule non plus, mais l'année dernière, c'était de 5. Limite, il a joué plus pivot l'année dernière que cette année. Et bah ouais, mais bon, je veux bien que ce soit... C'est une saison de test, teste-le. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça, pour le coup, on essaie de se projeter sur ce qu'on voit pour l'instant, mais on l'a tellement peu vu, parce que forcément, le fait de défendre sur les extérieurs, bah oui, il va faire moins d'écran retard, oui, la protection au cercle, ça sera plus compliqué, c'est différent, enfin, il y a pas mal de choses. Le point positif, comme tu l'as dit, par contre, c'est son côté rebondeur que je trouve très encourageant. Il a un vrai timing, une vraie agressivité. Défensif, parce qu'offensif... Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Il a une vraie timing et agressivité en défense pour ça, parce qu'offensif, il les joue juste pas ou très peu. Après, on les joue pas de manière globale. Hein. Il y a que Diallo qui les joue. Oui, parce qu'il a loupé le tir avant. Mais... Oui, ou Roby des fois, parce que Roby... Kenrich Williams aussi. Ouais, si Kenrich Williams en a pris, notamment contre Minnesota, 2-3 très intéressants qui sauvent un petit peu le match. Mais ouais, globalement, on n'est pas une super équipe de rebond offensif, contrairement à pas mal d'années. Mais voilà, le point positif de Bazley, sur le rebond. Et toi, tu disais du coup, défense extérieure. Ok, on a parlé pas mal du poste 5. Comment tu le trouves? Tu as dit que c'était bien, mais pour aller un peu plus en profondeur. Un peu plus en profondeur. Là, pour le coup, il n'y a pas de stade, donc ça va être purement du high test. Je trouve qu'il conteste plutôt bien. Que contrairement à beaucoup d'intérieurs qui se retrouvent à défendre au large, il fait pas souvent la faute sur le tireur. Après, au niveau des contres, bon, c'est toujours compliqué de de contrer un shooter extérieur. Mais je trouve, même, tu vois, par exemple, quand il se retrouve à défendre au large et que le meneur, enfin en tout cas le guard d'en face, décide au lieu de prendre un tir à 3 points de driver, je trouve qu'il est pas paumé, tu vois, contrairement à beaucoup d'intérieurs, typiquement comme Gobert, dès que tu le fais défendre au large et que t'as un meneur qui part driver juste après, il a souvent du mal à suivre. Je trouve que Bazley arrive plutôt à suivre. Je pense que la plupart de ses contres viennent d'ailleurs de situations où il y a un plus petit qui le drive et qu'il arrive, il se fait peut-être un peu passer, mais il suit l'action et compte par derrière. Oui, c'est possible. Donc, oui, je trouve que sa défense extérieure est satisfaisante. Après, est-ce que c'est sur ça qu'on doit le juger le plus est-ce que au final, après avoir joué 22 matchs, de se dire que les 2 points les plus satisfaisants de la saison de Bazley, c'est ses rebonds défensifs et sa défense extérieure, est-ce que c'est pas un problème en soi? C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que on doit se satisfaire de ça? Parce qu'au final, c'est le seul gros point positif sur lequel on a un petit peu de certitude, c'est peut-être ça. Et après, le reste, on a parlé de cette inconstance, on a parlé de pas mal de choses. Ouais, est-ce que c'est satisfaisant, quoi? Là, il a au moins j'allais dire, il a passé les 10 points au scoring, tu vois, il a les ballons, il a le nombre de tirs qui font ça, mais il doit augmenter son efficacité, il doit être moins brut, tout simplement, il doit continuer de polir son jeu petit à petit, parce que pour l'instant, c'est insuffisant dans cet aspect-là. Je maintiens qu'il doit être mieux utilisé. Je suis d'accord, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Je l'ai déjà dit quand on a parlé de Shai en début de saison, le laisse pas prendre 5 tirs à 3 points par match. Il tente 10,7 tirs par match en moyenne, il y en a 5 à 3 points, il y en a 5,7 à 2 points. Après, le truc, c'est qu'ils sont tous ouverts. Il a 51% au tir. Le truc qui m'embête, c'est ça. Je suis d'accord, ils sont tous ouverts, on en a parlé juste avant. Mais quand même, 5 tirs à 3 points tentés par match, sa qualité première quand il a été drafté, c'était pas d'avoir été un sniper. Hein. C'est pas Kyle Korver. C'est sûr. C'est beaucoup. Si tu peux redescendre à 3, 7, 4 grands max, ce sera peut-être déjà mieux.
tu vois, au final, ils sont tous ouverts, je suis d'accord, mais réduis un petit peu la quantité, t'auras peut-être une qualité un peu meilleure. Je te rejoins là-dessus. Parce qu'au final, envoyer des briques, je suis pas convaincu que ça le... Ça l'aide à progresser, à gagner de la Voilà. confiance, ouais, c'est sûr. Pour conclure un petit peu ce podcast, je l'avais dit au début, on va peut-être parler de comment on voit son évolution rapidement ou comment on l'imagine dans le futur. Je vais commencer, je pense que je suis assez optimiste et pour un point qu'on n'a pas beaucoup mentionné, peut-être moi un tout petit peu, c'est aussi sa mentalité. Je pense que c'est un joueur qui adore jouer, déjà c'est la première chose qui certains ça se ressent moins que lui. Et c'est surtout un joueur qui met beaucoup d'intensité. Il court comme un gamin, j'ai envie de dire, sur les contre-attaques. On dirait un U17 pour ça. Dès qu'il y a un ballon gagné ou dès qu'il a pris le rebond, il a tout de suite envie de se projeter vers l'avant. Le nombre de fois où Bazley passe son vis-à-vis sur un sprint et reçoit la balle en contre-attaque, c'est assez impressionnant et assez intéressant parce qu'il joue quand même à un poste intérieur. Donc rien que ça, et cette mentalité de gagnant et cette mentalité de j'essaie des choses, même quand je suis en difficulté, etc., je continue d'essayer, j'essaie de me montrer. Je suis plutôt optimiste vis-à-vis de ça et je pense que ça lui permettra à terme de progresser, au moins d'être productif un minimum tout le temps, ce qui lui permettra d'avoir du temps de jeu et donc de faciliter sa progression. Maintenant, jusqu'où il va aller, je suis peut-être un petit peu moins haut qu'au début de saison, forcément, avec ce qu'on a vu jusque-là. Je pense que quand même, ça peut être un bon titulaire NBA qui met une quinzaine de points par match. Peut-être pas dans une équipe qui joue le titre où il sera un petit peu moins haut dans la hiérarchie, mais... Marvin Williams. Oui, mais voilà, en fait, c'est un peu ça. C'est une bonne quinzaine de points par match avec quand même quelques 3 points, des actions de drive, une action où il va jouer en tant que poseur d'écran pour son guard, pas mal de rebonds, des relances sur les contre-attaques. Voilà, en fait, ce qu'on voit là, mais en plus propre, un petit peu moins de quantité parce qu'il y aura des gros joueurs à côté de lui, mais voilà, une sorte de troisième, quatrième option. Ouais, même quatrième. Ça dépend de qui t'as à côté et comment, ouais. Et du quel Non, niveau mais... t'as, quoi. Ben, ça va être décevant parce qu'au final, je vais pas donner une réponse définitive et moi, je sais pas. J'attends encore. C'est dur. Mais oui, moi, j'essaie de me projeter alors que je t'avoue que... Tu vois, parce que si Bazley, il montre ce qu'il a montré dans la bulle ou ce qu'il a montré sur certains matchs, putain, ça peut être un joueur en 28-3, quoi. Mais là, c'est une deuxième option, peut-être. Ouais, ou troisième, selon de comment tu fonctionnes, mais... Donc, je sais pas, je trouve que sur 22 matchs, là, c'est pas fou, mais jugeons sur 72. Tu vois, il reste encore 50 matchs, il peut se passer tellement de choses en 50 matchs. Non, mais je suis d'accord, là, Tu vois, regarde, on a parlé, c'est pas le thème du podcast, mais Dort, son début de saison au tir extérieur, il est en feu, ça fait quand même plusieurs matchs que ça s'est bien calmé. Ah bah, ça a bien chuté, ça a bien chuté. Bah voilà, donc Bazley, ça peut remonter d'un coup aussi. Hein. Je crois en écrivant l'article là sur les jeunes, il était à 7 sur 31 ou 33 sur les 5-6 derniers matchs là. Ah ouais, non, mais il a infect. Mais, non, mais pourtant, les tirs sont les mêmes. Hein. En fait, on dit souvent qu'il faut être patient avec beaucoup, patient aussi par exemple avec Malédon, mais il faut l'être aussi avec Bazley, hein, très jeune. Il a même pas 21 ans. Il a même pas 21 ans, il sera plus jeune que certains joueurs qui sont draftés l'année prochaine. Il y a énormément de choses à travailler, il n'a pas joué pendant un moment, alors qu'il est capable, de ce qu'on voit, capable de faire énormément de choses. Et c'est sur ça aussi qu'il faut se baser. On a été dur un petit peu tout le podcast. Moi, dans ma projection, j'ai essayé d'être un petit peu plus optimiste, mais c'est très dur de se projeter. Mais pour le mot de la fin, il faut quand même être patient. Il y a moyen que ça clique à un moment, même cette saison, qu'il se remette à état droit plusieurs matchs affiliés. Là, on voit qu'il recommence à mettre tout le temps plus de 10 points, enchaîner les double-double. C'est très encourageant déjà. Ouais, bah, tu regardes les derniers matchs, les 5 derniers matchs, sa réussite au tir, elle est un poil moins dégueulasse. Tu vois, le premier match contre Minnesota, il est à 4 sur 14. Sinon, t'es à 5 sur 9, 6 sur 13, 6 sur 13, 5 sur 10. Bah, ça va. Et au niveau de la réussite extérieure, bon, bah, effectivement, c'est pas foufou. Mais malgré tout, tu vois, t'as un 18-12, t'as un 12-10. Bon, hier, pour le coup, il a pas été bon, mais en même temps, il avait mal au dos, mais c'est quand même lui qui met le panier de la gagne. Donc bon, à voir. Moi, j'attends vraiment de voir à la fin de saison. Peut-être qu'en fin de saison, s'il est toujours comme ça, aussi régulier et aussi mauvais, entre guillemets, au shoot, ou en tout cas avec autant, à être autant en manque de réussite, je serais peut-être un poil plus sévère. Mais pour l'instant, j'attends.
les 50 matchs qui restent. Voilà un petit peu pour cette focalisation sur Darius Bazley, le sophomore du Thunder. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à nous donner votre avis sur Bazley, aussi à donner votre avis sur le podcast, voir si c'est quelque chose qui vous intéresse, qu'on fasse des longs podcasts, parce que ça va faire presque 1 heure sur un seul joueur. Si vous voulez qu'on fasse 1h30 sur Diallo, n'hésitez pas. On est là. Donc merci Constant encore une fois d'être venu comme d'habitude. Même topo que d'habitude, allez suivre notre chaîne Twitch, notre chaîne YouTube, pour ne manquer aucun live, aucun podcast, aussi disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, etc. Mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir avec un petit commentaire. Voilà, allez aussi visiter notre site web très régulièrement, on publie des trucs très souvent. Il y a eu un article sur Isaiah Roby par Sanson. Moi, j'ai fait un article sur un peu tous les jeunes du Thunder et leur progression depuis le début de la saison. Pas mal de choses. On a passé les 6000 d'ailleurs sur Twitter, donc merci à vous de nous soutenir dans cette aventure et de nous permettre de faire toujours plus de contenu et qu'il y ait toujours plus de monde qui les regarde. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un live. Cette fois, on reviendra sur l'actualité du Thunder. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut. Salut.